Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Voici le visage d'une femme que tous les Européens devraient connaître, celui de Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. En clair, c'est elle qui a depuis fin 2024 la lourde tâche de s'exprimer au nom des 27 sur la ligne diplomatique et militaire censée être commune à toute l'Union européenne. Voilà qui n'est pas chose facile quand chaque État entend conserver sa souveraineté sur les domaines régaliens, et tandis que jamais la menace russe n'a été aussi forte sur fond de désengagement américain. Mais Kaja Kallas a un atout, c'est l'ancienne première ministre de l'Estonie, aux portes de la Russie de Poutine, l'un de ces États baltes qui a alerté dès 2014 et l'annexion de la Crimée sur la nécessité pour l'Europe de se réarmer dans tous les sens du terme. L'occasion pour nous d'apporter des éléments de réponse à la grande question de notre époque. Quelles sont les forces et les faiblesses de la défense européenne? Sortons nos cartes. Signé par 12 pays le 4 avril 1949, le traité de l'Atlantique Nord, fondateur de l'OTAN, a pour objectif de placer l'Europe sous protection des États-Unis, alors seul pays disposant de l'arme atomique, et de dissuader l'URSS de toute attaque contre le bloc de l'Ouest. L'OTAN est fondée sur la clause de défense mutuelle qui stipule que toute attaque contre une ou plusieurs des parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. L'Alliance Atlantique entre en rivalité avec le pacte de Varsovie, fondé en 1955, une alliance militaire de 8 États dominée par l'URSS. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'URSS en 1991, les pays d'Europe centrale et orientale adhèrent quasiment tous à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Objectif, bénéficier de cette organisation défensive en cas de retour de la menace russe. Vous voyez ici les infrastructures et bases stratégiques de l'OTAN en Europe aujourd'hui. Et maintenant, la présence plus ou moins intense de militaires américains dans les différents pays européens qui attestent, on le voit, d'une défense de l'Europe sous influence américaine. Et c'est toute l'ambiguïté d'une alliance atlantique qui entrave une défense européenne indépendante des États-Unis. Ici en bleu, les pays appartenant exclusivement à l'OTAN. En jaune, les pays appartenant exclusivement à l'UE. Et les autres qui sont affiliés aux deux organisations. Les accords de Berlin Plus, qui datent de 2003, tentent de concilier ces deux projets, en permettant une certaine autonomie des États européens pour engager des opérations sous l'égide de l'OTAN, mais sans impliquer l'ensemble des membres. C'est sur la base de cet accord que la gestion des opérations de maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine a été transférée de l'OTAN à l'Union européenne. Mais cette coopération ne va pourtant pas de soi. Ainsi, en raison du conflit chypriote qui oppose la Turquie et la Grèce, la Turquie, membre de l'OTAN mais pas de l'UE, s'oppose à tout partage d'informations classifiées. En 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie et le déclenchement de la guerre du Donbass, c'est à l'OTAN que les pays du flanc Est demandent avec succès la mise en place d'une force de dissuasion sur leur territoire. Ces mesures de réassurance comprennent le positionnement de bataillons dans les États baltes et en Pologne, la constitution d'une force de 40 000 soldats pouvant intervenir rapidement, de nouveaux quartiers généraux à Tchétchine en Pologne et à Bucarest en Roumanie, 16 avions de combat en Pologne et en Roumanie, et une police du ciel chargée de surveiller les pays ne disposant pas de forces aériennes. 3 bombardiers B-2 sont également déployés par les États-Unis pour des exercices au-dessus de la mer Baltique. La sécurité des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui ont adhéré à l'Union européenne et à l'OTAN en 2004, est en effet particulièrement menacée dans la mesure où ils se trouvent pris en étau entre la Russie, la Biélorussie, alliée de Moscou, et l'exclave russe de Kaliningrad. Dès lors, l'OTAN est considérée par la plupart des pays du nord et de l'est de l'Europe comme la seule organisation pertinente pour assurer leur sécurité territoriale. L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 va confirmer une fois de plus le rôle prédominant de l'OTAN dans la défense des Européens. Alors que les pays de l'UE sont encore divisés sur la manière de répondre à la menace russe, l'OTAN réagit dès juin 2022 lors du sommet de Madrid.
Lors de ce sommet, la force de réaction mobilisable rapidement est portée à 300 000 hommes. Le nombre d'avions affectés à la police du ciel est augmenté et il est décidé de positionner davantage de navires en mer Baltique et en Méditerranée. Ce sommet est également marqué par les demandes d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, effectives en 2023 et 2024. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025, son rapprochement avec Vladimir Poutine au détriment de l'Ukraine et l'annonce du président américain de son intention d'annexer le Canada et le Groenland, rattachés au Danemark, fragilisent brutalement les liens transatlantiques. Entre impérialisme et isolationnisme, l'instabilité des choix diplomatiques de Donald Trump plonge ses partenaires de l'OTAN dans une situation d'insécurité, à tel point que certains Européens réfléchissent à se passer du parapluie américain pour assurer la défense de l'Europe. Mais en ont-ils vraiment les moyens? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'armée américaine demeure la plus puissante au monde, avec 1,3 million de militaires d'actifs et plus de 5000 ogives nucléaires permettant de couvrir tous les États membres de l'OTAN. Des bombes nucléaires américaines B-61 sont toujours positionnées en Allemagne, en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, avec un système de double clé pour le déclenchement d'un tir éventuel. De leur côté, les forces de l'Union européenne comptent 4 armées au-dessus de 150 000 militaires, auxquelles s'ajoutent celles du Royaume-Uni et au total environ 1,5 million de militaires d'actifs. La France et le Royaume-Uni, les deux puissances nucléaires du continent, possèdent respectivement 290 et 225 ogives. Le traité de Lisbonne, signé en 2007, introduit pour la première fois le principe d'une défense mutuelle entre les 27. Dans le contexte d'incertitude suscité par le retour de Donald Trump, l'Allemagne et la Pologne ont demandé à la France de rediscuter le partage de la dissuasion afin que l'usage de l'arme atomique française, actuellement conditionnée à l'atteinte des intérêts vitaux de la France, soit élargi à l'atteinte des intérêts vitaux de n'importe quel pays de l'Union européenne. Mais la volonté d'autonomie de la défense européenne se heurte aussi aux limites des capacités de production des industries d'armement. Le chasseur furtif américain F-35 a pour cette raison été vendu à 13 pays en Europe en l'absence d'équivalent européen. Or, l'usage de ces avions par les pays qui les possèdent est extrêmement dépendant des États-Unis du fait d'un logiciel de maintenance américain auquel ces appareils doivent être régulièrement connectés. À cette dépendance industrielle s'ajoutent des redondances dans les programmes d'armement européens, à l'instar des chars de combat, dont 3 modèles étaient concurrents au début des années 2000, l'allemand Léopard 2, l'anglais Challenger 2 et le français Leclerc. C'est pour éviter les incohérences et la dépendance aux industries extracommunautaires qu'une stratégie européenne de défense, le DIS, et un programme pour l'industrie de la défense, le DIP, ont été mis en place en 2024. Vous voyez ici les entreprises d'armement européennes les plus importantes en termes de chiffre d'affaires. Citons la britannique BAE Systems, qui fabrique notamment des sous-marins, l'italienne Leonardo, qui conçoit des hélicoptères de combat, Airbus, productrice d'avions militaires et de systèmes aérospatiaux, les françaises Thales et Safran, productrices de systèmes électroniques, et Dassault, connue pour le Rafale, ou encore l'allemande Rheinmetall, qui fabrique des chars et des véhicules blindés. L'objectif de l'Union européenne est de passer de 22 à 50% d'achats d'équipements à ces entreprises intracommunautaires pour les faire monter en puissance. Il s'agit également de favoriser les coopérations européennes, comme c'est déjà le cas pour l'Eurofighter Typhoon, produit conjointement par le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, et dont plus de 600 exemplaires ont déjà été livrés. Ou comme la société MBDA, leader européen de la production de missiles, une filiale de BAE Systems, d'Airbus et de Leonardo. Ou encore la franco-allemande KNDS, qui développe la prochaine génération de chars de combat pour remplacer les Leclerc et les Léopard 2. Enfin, 2 jours après le sommet de Londres pour l'Ukraine en mars 2025, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le plan ReArm Europe, qui prévoit de financer à hauteur de 150 milliards d'euros l'achat d'armements européens ou canadiens et d'encourager les investissements nationaux dans des programmes de réarmement à hauteur de 650 milliards d'euros en excluant ces dépenses du calcul des déficits.
En parallèle, face à la menace Poutine, certains États européens ont déjà commencé à se réarmer. C'est le cas de la Pologne, qui partage 206 km de frontière avec la Russie et qui a fortement augmenté ses investissements militaires, passé de 2,2% de son PIB en 2022 à près de 5% en 2025, contre environ 2% pour la France ou l'Allemagne. Avec plus de 200 000 militaires d'active, l'armée polonaise a pour ambition d'être la plus nombreuse de l'Union européenne et l'une des mieux équipées. Mais en raison de la faiblesse de la production européenne, la Pologne importe encore la majorité de son matériel militaire, essentiellement des États-Unis et de la Corée du Sud. Voilà pour ce tour d'horizon des forces et des faiblesses de l'Europe de la défense, laquelle illustre la phrase fameuse de l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, Jean Monnet. L'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions apportées à ces crises. Le fait est que les guerres menées par Poutine depuis 2000, en Tchétchénie, en Géorgie, en Crimée, puis dans toute l'Ukraine, sans oublier le nouvel isolationnisme américain affiché, poussent les Européens à ouvrir les yeux, à la fois sur leur vulnérabilité, mais aussi sur leur force, lorsqu'ils jouent vraiment la carte des 27. Pour aller plus loin, ce spécialiste des questions européennes, Sylvain Kahn, qui publie aux Presses universitaires de France cet ouvrage, L'Europe face à l'Ukraine. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.